Attention, vous écoutez un programme audioactif. Revs up, lights out on 2019. Great start from Miller on the second row, and it's a good start from Dovizioso also. Not so much for Marc Marquez. Quartararo finally exits pit lane. Oh dear, what was he sitting up in the middle of the circuit for? What's happened? He's just thrown something off his bike. He's having a look. He sits up Dovizioso. The crowd here go wild. 46 flags everywhere. He has made his move. Oh, Viñales and Morbidelli are down. Marc Marquez. Salut à tous, on se retrouve pour un numéro hors série. On va faire un point d'étape GMT 94 avec Rémi Guyot. Comment ça va, Rémi ? Ça va très bien, et vous ? Bon, moi ça va. Ouais, ça va bien. Ah bah évidemment, Pierre est là. Toujours là. Toujours là dans les bons coups. Je sais pas si c'est un bon coup, mais Oh bah aussi. il y a de la bière en tout cas. Si, il y a de la bière, bah évidemment, comme à chaque fois. On est à la Binouse à Paris. Ouais, c'est super. Donc ça se passe à chaque fois très bien. Donc Rémi, on va parler du deuxième tiers de la saison du GMT, c'est-à-dire du Grand Prix d'Imola jusqu'à Donington. Ouais, jusqu'à Donington en Angleterre. C'est bien fini. Ouais, Pour le GMT. plutôt bien, ouais. Champagne, Bubble. Je te laisse la parole, Pierre. Oui. Bon, donc on commence mi-mai. Donc à Imola, en Italie, un circuit un peu particulier, je trouve, parce qu'il y a beaucoup de virages à apprendre. Quand on arrive sur ce circuit qu'on connaît pas, moi je pense à Corentin, je pense que ça va être assez difficile. assez particulier. Donc j'ai noté Cluzel qui se qualifie 3 en course, il va finir 7ème. Et Corentin, lui, il va faire une grosse chute en FP2 avec une collision derrière avec Krummenacher. C'est ça. Il va se casser la clavicule. Et du coup, en course, ouais. Alors j'ai noté, donc j'ai pas eu la réponse exacte du pourquoi et comment. Jules fait un bon départ, il fait le all shot. Et derrière, à un moment donné, il semble rater une vitesse. Il rétrograde 3. Et quelques tours après, même problème. Il semble rater une vitesse et là il se fait percuter par Gradinger et Mayas. C'est ça. Il peut quand même finir 7ème et c'est tant mieux. Mais donc, si tu peux nous en dire plus sur cette course de Cluzel et puis sur la blessure de Corentin. Alors, forcément, Imola, je pense que ça a été la course la plus compliquée, je pense, de l'année. Alors, d'un point de vue Jules Cluzel, la difficulté, ça a été le circuit. Voilà, généralement, c'est pas un circuit qui va apprécier plus que les autres. D'autant plus que sur ce circuit-là, qui est très particulier, Krummenacher et Caricasolo avaient été vraiment très très rapides là-bas. Il me semble que Jules, sur la première fois, en fait, quand il fait le all shot, il part en tête, tout se passe très bien. Et il manque sa vitesse une première fois, c'est là qu'il perd justement le leadership. Et lorsqu'il perd son rythme, de toute façon sur cette course-là, honnêtement, les deux motos jaunes étaient vraiment meilleurs que nous. On aurait dû à la régulière finir 3ème, contrairement à d'autres courses comme Assen où là on aurait pu espérer un bon podium et se battre jusqu'au dernier tour, dernier virage pour la victoire. Là, Imola, on était vraiment un peu moins bon, faut le dire, de toute façon. Et puis concernant Corentin, c'était un circuit qui est très compliqué. Il faut savoir aussi que ce circuit, il y a généralement beaucoup de chutes. Et puis au vu des dégagements qui sont minimes. Il y a le drapeau rouge tout de suite, beaucoup de séances interrompues. Et puis il y a une sorte d'un peu je vais pas dire de crainte, mais il y a forcément une appréhension un petit peu particulière lorsqu'on arrive sur ce circuit qui est particulier, de toute façon. Il est en plein milieu de la ville, très urbain, un peu, ça fait un peu, je vais pas dire un tracé de course sur route, mais ça y fait penser un petit peu. Et donc pour Corentin, c'était dès la FP1, il s'en est pas trop mal sorti honnêtement. Lui, il connaissait vraiment pas du tout la piste, il avait vraiment pas fait un tour lors d'entraînement, il avait pas regardé particulièrement de vidéos ou quoi que ce soit, il y allait pour justement pas se prendre la tête et découvrir sur le tas. Donc on a fait un tour de piste à pied, il avait l'air d'apprécier la piste, c'était le genre de piste qui lui convenait bien. Et justement, il vient chuter en FP2, c'était forcément très dommage parce qu'on lui avait fait justement la remarque comme quoi il fallait vraiment partir en FP2, décontracter un maximum, de pas se mettre la pression, contrairement à l'année dernière où la FP2 était très important parce qu'on se qualifiait pour justement la Super Pole 2 directement ou pas. Là la FP2 est vraiment dans une optique de préparer la course. Et c'est un peu dommage parce que là il s'est vraiment parti, on l'a senti dès le début, il est parti avec la pression et au premier tour de 9 il prend un gros volume avec un beau high side à la sortie d'une grosse réaccélération à droite. Malheureusement Krummenacher était derrière et il est venu percuter, pas lui directement mais la moto. Donc on a retrouvé les deux pilotes à terre et Corentin avec une fracture de la clavicule qui est venu justement un petit peu mettre sa saison en demi-teinte parce qu'il y a eu ce retour à Jerez rapide quelques semaines après, et puis une appréhension un petit peu à la chute qui a mis du temps un petit peu à partir. C'est normal, c'est presque une erreur de rookie quelque part de partir trop vite avec des pneus neufs. Après donc la sixième manche,
du World Super Sport, donc en Espagne à Jerez début juin. Donc cette fois Jules Cluzel se qualifie 8 et en course fait podium. Corentin lui Perolari donc se qualifie 11e et fait une course honnête en finissant 9e. Donc ce que j'ai noté de cette course, c'est que Jules fait un podium après des qualifs assez moyennes, mais vous avez trouvé quelque chose sur la moto le dimanche matin, il me semble. Oui, c'était ça, c'était surtout sur le braquet. Ouais. C'était en fait toutes les courses qu'on a, je vais dire entre guillemets, moins bien réussi que les autres, où on a été en dehors du podium, où on a mis du temps à se mettre dans le bain. C'était surtout parce que le braquet, justement, on jouait un petit peu dessus. Et là, à Jerez, en fait, on est reparti sur le braquet qu'on avait dès le début, dès la FP1. Et Jules est un pilote qui est assez incroyable parce qu'en fait, plus il roule, plus il va vite. Malgré son âge, mais des fois on peut penser qu'à 30 ans on a atteint un petit peu son meilleur niveau, et lui c'est tour après tour, il améliore, et justement je dirais que de lui changer régulièrement la moto, parfois ça va être lui qui va le demander, parce qu'il va falloir des fois ça arrive qu'il est meilleur que soi, et des fois c'est nous qui allons le proposer, et donc justement lui, le moins on touche à la moto, le plus il va aller vite, et donc c'est justement vers là qu'on a tendu à partir de Jerez. On est revenu en disant écoute, maintenant on a les réglages qu'il faut à partir de maintenant, on n'y touche plus, on part sur le braquet qu'on avait, et à partir de là Jules a fait des tours, et puis c'est là qu'il a justement réussi à faire un podium. Ça aurait peut-être même pu être un peu plus proche de devant, parce que je crois qu'ils ont fini à un peu plus de 2 secondes de la victoire. On aurait pu, je pense, peut-être pas, parce que honnêtement en fin de course à cette époque là ils étaient encore un peu meilleurs, Krummenauer avec Caricasulo, mais on aurait pu finir à moins d'une seconde de la victoire, voilà, sans trop forcer. Mais il me semble que sur cette course il a un peu du mal à doubler De Rosa, qui le bouchonne pendant plusieurs tours, qui fait perdre un peu de temps. C'est un petit peu, c'est un ensemble de choses, mais honnêtement c'était une course encourageante, parce que même si on venait enchaîner quelques courses avec voilà, je dirais un peu de malchance entre guillemets, avec Imola, et puis juste avant c'était Assen, là on arrivait à Jerez, voilà, avec un nouveau podium, et on savait qu'on allait revenir pour Misano et pour Donington, prêt à pouvoir jouer un peu plus proche pour la victoire. Ouais, donc Jules a besoin vraiment on va dire, d'un matériel stable. C'est ça en fait. Pour l'optimiser, entre guillemets, optimiser son utilisation. Il va avoir ce qui est assez incroyable avec lui, franchement moi ça m'impressionne, parce que non pas en tant que pilote en tant que tel, mais en tant que com et en tant que sportif tout court, c'est à quel point c'est vraiment un acharné, quoi. Il veut être premier tout le temps, mais pas non plus en devenir bête. C'est-à-dire que à partir du moment où il est 3ème, il va pas vouloir sortir mettre un pneu neuf pour faire premier absolument en FP2. Non, si lui il a considéré qu'il avait bien travaillé dans la séance pour être premier pour la course, il va dire c'est bien les gars, on a bien bossé, on arrête là, quoi. On sait où on en est, on est bien, on sait que là on met un pneu neuf, on est encore mieux, donc pas de souci. Et justement ce qui est assez incroyable avec lui, c'est que en fait il a tendance au début à vouloir toucher au réglage, parce que forcément on arrive dans un nouveau team, dans une nouvelle structure, on va pas forcément arriver premier tout de suite, et au final on a compris on a compris ensemble avec l'équipe, que le moins on touche à la moto, le plus il allait vite. Là on l'a encore vu aux essais de Portimao, on va en venir tout à l'heure je pense, mais on n'a pas forcément besoin de toucher beaucoup à la moto pour qu'il améliore et qu'il finisse en haut des feuilles de temps. Donc après on l'a dit, donc Corentin qui revenait de blessure fait quand même une belle 9e place alors qu'il est en rémission, donc avec l'appréhension dont tu as cité tout à l'heure. J'ai noté également après c'est pas la même catégorie, mais le retour de Loris Baz tant attendu en Superbike à partir de cette manche, et surtout le nouveau camion 38 tonnes du team GMT 94, donc beaucoup plus lourd qu'une moto. Ça c'est beaucoup plus lourd qu'une moto, et puis surtout c'est une structure qui a pris un peu de temps, qui a pris un peu plus de 6-8 mois, et puis qui a été vraiment faite pour les mécaniciens, sachant que nous on est au courant qu'on est privilégié à partir en avion, parce qu'on travaille jusqu'au départ des week-ends de course, alors que les mécaniciens partent du lundi au lundi presque. D'accord. Et donc cette semi-remorque, on a vraiment créé ça autour de leur confort, pour que ce soit un cadre de travail optimal, le meilleur possible. Même leur chambre, que ce soit pas le nez collé au plafond, que ce soit vraiment un bel espace lumineux où ils peuvent vraiment se détendre, et je pense qu'on a plutôt réussi notre coup, parce qu'ils sont ravis, et puis maintenant ils ont vraiment un grand plaisir à se déplacer sur les courses et à y dormir et à passer du temps. D'accord, mais est-ce que c'est Christophe qui conduit le camion du coup? Non, c'est pas Christophe, c'est Sébastien qui conduit les 38 tonnes. Christophe, et puis qui conduit l'avion. Christophe, c'est ça. Donc on enchaîne à la 7e manche, donc c'est Misano, un circuit qu'on connaît notamment parce qu'il y a les Grands Prix. Cluzel qualif 5, course 4, et Corentin fait 15 en qualif et va chuter en course. Donc on a eu un week-end assez bizarre avec des essais sur piste humide, où Jules et Corentin font plutôt des bons résultats. Malheureusement la qualif est sur le sec, et c'est un peu plus compliqué pour le GNT. Donc en course, Jules va
plutôt bien roulé, mais 3 derniers tours un peu de mal à finir et recule, notamment sur Mayas, il me semble. C'est ça. Et la piste qui est assez piégeuse et va avoir raison de Corentin et de certains de ses concurrents. C'est ça. Pour Corentin, ça a été un week-end vraiment décevant sur cette course-là, parce que c'est un circuit sur lequel l'année dernière il avait commencé justement à passer un premier step. Donc c'est un circuit qu'il connaissait, c'est un circuit sur lequel il avait déjà été en confiance. Et c'est là qu'on a senti que la chute d'Imola et puis il avait chuté aussi à Jerez dans un virage rapide durant les séances d'essai. Et là on a senti que ces deux chutes, elle l'avait vraiment touché. Et c'est à partir de là qu'on a vraiment essayé de reconstruire un petit peu, de se dire bah écoute, la première partie de la saison elle est derrière nous. Maintenant on se concentre pour que tu t'entraînes un maximum pour que Donington et puis les quatre dernières manches tu puisses être à fond. Et donc voilà, c'était un week-end vraiment compliqué pour lui, qui était pas très drôle. Et concernant Jules, c'est un circuit sur lequel Misano, c'est assez intéressant parce que c'est vraiment lui qui l'a dit. Voilà, c'est un circuit sur lequel il a pas performé, il avait jamais vraiment été en mesure de dominer de bout en bout, au contraire d'un Caricasuolo par exemple qui a souvent été vraiment assez impérial là-bas. Et on arrive au la 8e manche, donc c'est à Donington au Royaume-Uni. Donc Cluzel se qualifie 4 malgré des qualifs écourtés par la pluie et en course va gagner. Corentin de son côté se qualifie 12e et réussit à faire une 8e place en course. Donc c'est la 2e victoire de la saison pour Jules Cluzel et donc le GMT. Sa première à Donington. Oui. Et donc on sent vraiment que la Yamaha GMT est au niveau, ou en tout cas semble sur ce circuit au niveau du team Bardal. Et Corentin qui accroche encore une fois le top 8, il semble bien remis pour le coup, vraiment dans le coup, quoi. Ouais, c'est ça, pour Jules c'était vraiment la 4e place, elle avait un petit peu à goût amer en qualification parce qu'il y avait vraiment moyen d'aller chercher une pole position. Et puis après les quelques week-ends qui étaient dont on était un petit peu déçu au vu du début de saison un peu incroyable qu'on avait fait en Australie et en Thaïlande, là c'était un petit peu décevant. Et puis justement Donington, la 4e place, on a senti qu'il fallait faire un bon départ pour vite se placer aux avant-postes et justement pas connaître une chute comme Dovizioso ce week-end en Grand Prix. Et puis justement là pour Jules, cette victoire elle a vraiment été assez incroyable parce que le circuit de Donington, pareil, c'est un circuit sur lequel il n'a pas particulièrement brillé. Et là lorsqu'on est arrivé dans le parc fermé, c'était vraiment cette victoire elle est incroyable. J'avais la moto pour gagner. Si je la perdais celle-ci, je m'en serais voulu longtemps parce que c'était vraiment on a vraiment fait un step. Parce que ce circuit, c'est pas là forcément où je suis le meilleur, et donc ça présage de bonnes choses pour la suite. Donc là, il est reparti vraiment avec une belle banane sur le visage. Et puis voilà, franchement, c'était un beau week-end. Et concernant Corentin, voilà, là, on a senti vraiment une première étape où il est revenu. La pluie, ça lui a mis aussi un peu de confiance parce que c'est des conditions, forcément, où on a plus tendance à chuter. Il a réussi à être performant. Et puis lorsqu'il est arrivé sur la course, la qualification où c'était sec, et justement, il a réussi à se remettre dans un premier rythme, qui était encourageant et qui a permis de partir pour l'été un peu plus serein. D'accord. C'est dommage du coup qu'il y a eu la grosse pause estivale avec la forme de Jules. Comme ça, les concurrents ont le temps de se mettre au travail. Mais nous aussi, c'est ça qui est intéressant. Non, franchement, là, cette pause estivale, de notre côté, je dirais plus qu'elle est à notre avantage plutôt qu'à ceux de nos concurrents. On est vraiment content parce qu'on a réussi à apporter des évolutions encore, justement, sur la moto. Je pense qu'on va arriver à Portimao avec une moto qui sera encore un peu plus optimisée. Il faut savoir qu'en Supersport, le règlement est vraiment fermé. C'est strict, ouais. Voilà, c'est assez strict. Et donc, pour gagner 2 chevaux, ça peut se jouer à du milligramme près sur des pistons. Donc c'est vraiment c'est pour le moteur, et puis même pour les suspensions, c'est des traitements particuliers dans de la soufflerie avec des entrées d'air. On va tester des choses avec différents partenaires. Et donc là, cette pause estivale pour nous qui avons la possibilité de développer des pièces, c'est vraiment génial, quoi. Et pour les pilotes, justement, la pause estivale, elle est consacrée, on va dire, au maintien en forme physique, ou il y a vraiment besoin de repos? Là, justement, on avait un peu les deux opposés. On avait Jules et Corentin. Jules qui sortait d'une victoire, et puis là, qui a repris goût à pas mal de podiums en fin de première partie de saison. Et Corentin qui, après, il a chuté à Imola, il a chuté pas à Misano, mais à Jerez, à Zinadon aussi, en course. Et donc, Donington, c'était la première fois qu'il parvenait à nouveau à finir une course, et donc lui c'était vraiment rouler un maximum sur le circuit d'Alès et de Lénon qui sont à côté de chez lui, reprendre confiance, reprendre du rythme, se remettre bien physiquement, la clavicule pour qu'elle soit définitivement bien fixée, consolidée. Donc là il arrive à Portimao vraiment content.
Et du coup, oui, on enchaîne. Donc là, le week-end dernier, tous les teams, il y avait Superbike aussi, oui. Supersport, étaient en 2 jours de test à Portimao, avant l'épreuve qui va se dérouler là-bas début septembre. Donc moi j'ai les temps. Bon, après ça veut pas forcément dire grand-chose. Jules qui fait le 4e meilleur temps sur en Super Sport 600 et Corentin 8e temps. Donc ça se joue à pas grand chose, hein. Jules est à moins de 2 centièmes. Il a 3 dixièmes. Ouais. Là c'était des séances qui étaient un petit peu particulières, parce qu'il y a une donnée quand même qui est assez importante et à ne pas négliger dans l'ensemble des chronos qu'on a eu, que ce soit pour nous comme pour nos concurrents, c'est que Pirelli en fait a ramené des pneus qu'on n'utilise pas pour la course. Enfin, qu'on n'utilise plus pour la course. Il faut savoir qu'en cours d'année, on nous a apporté des pneus en 190 en termes de dimension, de largeur. Alors qu'avant on roulait en 180. Ils nous ont rapporté justement les 180 qui roulent moins vite. Honnêtement, voilà, Jules, enfin tous les pilotes roulent en 190 depuis 2-3 courses. Et donc l'ensemble des données ont été un petit peu faussées par ça, mais même en termes de, ça peut jouer sur du braquet presque lorsqu'on est un peu entre deux braquets. Et puis Pirelli a aussi apporté des pneus de développement pour l'année prochaine, seulement pour les 6 pilotes qu'ils avaient désignés, donc en gros les 6 premiers du championnat. Et donc nous on l'a pas passé. Donc c'était, on a vraiment travaillé sur le rythme de course parce qu'on n'a pas forcément trouvé d'intérêt à le faire et puis à claquer une pendule, à prendre un risque. Et donc voilà, franchement c'était une super séance. Jules a été impressionnant une nouvelle fois. Corentin a connu une première journée franchement compliquée, une nouvelle fois vraiment compliquée. Et puis la deuxième journée, il a vraiment passé un gros step déjà. Je pense qu'il va arriver vraiment. C'est libéré. Il s'est libéré. Il a vraiment fait des bons runs. Il est parti la séance de l'après-midi du dimanche. Il a fait le meilleur secteur 4, 3e du secteur 1, il me semble qu'il fait 5e du secteur 2, donc il a vraiment il commence à reprendre confiance et je pense qu'il va arriver à la course voilà, dans de meilleures conditions. D'accord. Bon, après c'est vrai que l'année dernière je me souviens d'un Jules Cluzel qui est arrivé à Portimao en forme, enfin en tout cas ça semblait lui plaire avant d'être percuté et de chuter et de pas avoir sa course terminée, mais en tout cas c'est un circuit où il est performant. Et ça annonce, ça présage du bon. D'autant plus que maintenant qu'il est opéré justement de sa cheville gauche qui le faisait souffrir. Là maintenant il peut faire du vélo autant qu'il veut, il peut courir, il peut vraiment se préparer. Et on sent que même il est heureux quoi. Là il est vraiment heureux quoi. Il est vraiment au top, que ce soit mentalement, physiquement. En plus il sort d'une victoire à Donington, donc là on sent que ces 2 mois ça a été vraiment une bénédiction pour lui. Et je pense qu'il y a Portimao là où il est plutôt bon. Là on l'a encore vu ce week-end lors des essais. Je pense qu'on va avoir 4 belles courses de Jules à la fin de l'année. J'avais une question concernant les entraînements. Tu as évoqué le fait que Corentin s'entraînait. Est-ce qu'à l'instar du MotoGP, il y a une police qui dit vous n'avez pas le droit de rouler plus de temps en entraînement privé, j'entends, parce qu'on voit un Rossi qui roule en R1 plutôt qu'en M1 quand il s'entraîne. Ah oui, ça se fait, oui. Et en MotoGP, il y a la police de l'entraînement, si j'ose dire. Est-ce que Corentin et d'autres ont le droit de rouler avec les motos type? En fait, par exemple, Corentin a sa moto perso une R6 qui a été faite en fait au GMT. Donc le moteur n'est pas le même parce que voilà, un moteur plus puissant implique un moteur avec moins de fiabilité. Donc là, on a mis un moteur sur lequel il est capable de faire beaucoup de tours. Là-dessus, il n'est pas limité du tout. Après, lorsqu'on utilise nos motos perso, on le déclare. Mais il n'y a pas forcément de gros. Ça, c'est pas aussi restreint qu'en MotoGP avec 2 tests par an, 2-3 tests. Voilà, on peut y aller un peu plus souvent. J'ai pas les chiffres exacts du nombre de tests qu'on a le droit de faire dans l'année, mais voilà, franchement, c'est beaucoup moins restreint qu'en MotoGP. Quoi. Pour compléter la question, est-ce que un pilote a le droit de rouler une semaine avant la manche sur ce même circuit où va se dérouler la manche? Même si c'est pas la même moto. Justement, il me semble qu'il y avait une sorte de débat, parce que ça a été le cas en fait pendant de nombreuses années, mais il me semble que cette année cette mention-là n'est plus indiquée. Donc il y a une sorte de flou justement autour de ça. Je pense que la FIM va rétablir à la fin de l'année pour l'année prochaine. D'accord. Et donc voilà, je pense que peut-être un petit manquement sur la construction du règlement dont les pilotes se sont fait parfois plaisir à exploiter, mais voilà. Vous allez à Manicourt quand du coup? Non. Mais Manicourt, on a le droit d'y aller. Là par exemple, on a le droit d'y aller. On devait y aller en juillet, malheureusement ça n'a pas pu se faire pour différentes raisons, mais on aurait pu y aller voilà, sans souci. Voilà, tant que c'est déclaré qu'on a l'après-midi, c'est aucun souci. Ok, bah super. Un petit point championnat du coup. Un petit point championnat, donc Randy Krummenacher. Moi je dis Krummenacher, mais tu dis Krummenacher toi.
Ouais, je dis Krummenacher, mais en fait j'ai entendu les commentateurs anglais dire Krummenacher aussi, donc en fait je fais une fois sur deux. Je vais pas demander personnellement comment dire les leaders Bardal comme ça. Voilà, donc moi je dis tic et tac pour Caricasulo et Krummenacher. Ouais, c'est vrai. Moi, ils m'ont pas encore envoyé de message comme quoi ils aimaient pas ça. Donc Randy 173 points, Federico Caricasulo 158 points, Jules Cluzel 3e 132 points et du coup Corentin Perolari 8e actuellement 49 points. Donc on a noté notre français Lucas Mayas 4e 82 points. Ouais, Danilo il est 14e avec 24 points. Donc comme tu l'as dit, il reste 4 rounds, donc Portimao et Manicourt en septembre et ensuite en octobre l'Argentine puis le Qatar. C'est ça. Et puis c'est 4 cours sur lesquels nos deux pilotes, comme que ce soit Corentin ou Jules, ils apprécient vraiment et voilà, ils trépignent d'impatience. C'est vrai que l'année dernière on a vu Jules au Qatar, en tout cas il était remonté comme une pendule comme on dit, malgré ses chutes, il voulait absolument se battre jusqu'au bout pour son titre. Là la question qui vient, j'ai vu une news passer du coup de la fédération, c'est là FIM. De la FIM concernant les moteurs. Oui. Donc on sait qu'il y a 5 moteurs par saison. Si vous consommez plus de moteurs, vous êtes pénalisé. C'est ça. Actuellement, tout le monde n'a pas le même nombre de moteurs neufs restants, les moteurs en cours d'utilisation ou les moteurs, on va dire, hors d'usage. Je vois que Jules Cluzel, il lui reste un moteur neuf, 3 moteurs en cours d'utilisation et un moteur abandonné. Perolari, 2 moteurs neufs, 3 en cours d'utilisation et 0 moteur abandonné. Tim Bardal, c'est plutôt 2 moteurs neufs et 2 moteurs abandonnés chez toi. 2 moteurs abandonnés, ouais. Du coup, à ton avis, est-ce que ça peut jouer sur cette fin de saison ? Ça peut jouer sur le confort des pilotes surtout. En termes de performance pure, ça va pas être révolutionnaire. Voilà. Mais que ce soit pour Jules ou pour Corentin, c'est quand même un plus parce que Corentin n'a pas de moteur cassé. Donc ça, c'est vraiment un gros plus pour la fin de l'année parce que il lui reste 2 moteurs neufs et tout le reste en moteur utilisable. Donc ça veut dire que l'équipe est vraiment capable de jouer un peu plus sur la performance moteur, sur de la compression pour parce que si un moteur est amené à casser, on est toujours en mesure de proposer une moto qui est performante à Corentin. Concernant Jules, pareil, il y a un moteur neuf et 3 en cours d'utilisation, c'est ça ? Ouais. Et donc voilà, c'est 3 moteurs qui sont performants. Le moteur qui a été mis de côté, c'est pas un moteur qui a cassé, c'est le moteur de l'Australie qui était vraiment qui a connu un déficit de puissance qui était certain et qu'on a tous vu. Et donc voilà, ça c'est quelque chose qui peut jouer surtout en faveur de Corentin pour l'instant. Jules, voilà, il est dans la moyenne. Corentin, c'est vraiment le seul à qui il reste 2 moteurs neufs, qui n'a aucun moteur cassé, c'est le seul. Donc lui, par contre, c'est vraiment une donnée qui est intéressante à souligner parce que ça peut venir expliquer une hausse de rythme en course, par exemple, ou voilà, ce genre de choses. D'accord. Et malgré la chute qu'il a pu voir à Imola, le moteur n'a pas de problème de déjauger. Non, honnêtement, ça c'est des choses qu'on passe une fois que la course est passée. Et c'est pas le moteur qu'on va mettre en premier forcément. Ouais. Mais en tout cas, en cas d'extrême urgence, un moteur qu'on peut venir passer et qui sera tout à fait honorable. Une séance de pluie, tu le passes. Voilà, sur une séance d'essai libre de pluie, on peut très bien le passer et ça passera très bien sans que ce soit dangereux pour les concurrents. D'accord, c'est très intéressant en tout cas. Moi, je voulais parler un petit peu des Français. Ouais, on a fait quand même quelques Français, mais on peut. Ouais, mais je voudrais avoir un petit peu ton point de vue, puisque tu es sur le paddock avec les Superbikes, donc les premières courses de base, qu'est-ce que tu en as pensé un petit peu ? Tout d'abord, on les suit forcément beaucoup parce que Jules et Loris sont très copains. Moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer pour la Blue Crew Camp qu'a organisé Yamaha France pour des jeunes pilotes de 300 et de 125. Et honnêtement, c'est assez incroyable ce qu'il fait. Là, même pour les essais de Portimao, il a roulé en 41.7. Il me semble que c'est à 6 dixièmes de Loves, mais il suffit qu'il ait eu le pneu de développement dont on a parlé, que Pirelli a apporté, donc c'est un petit peu difficile de jauger, mais 41.7 c'est très rapide. La veille il aurait été en tête, devant Toprak, et puis on voit qu'il continue de progresser, que ce soit en termes de pilotage, le team, la moto, tout. Alors il faut savoir quand même que la moto est relativement proche, même très proche de ce que possèdent les autres, mais malgré ça, justement, c'est d'autant plus à mettre à son actif, parce que c'est preuve que c'est un excellent pilote, et c'est génial parce que je pense qu'il est en train de sécuriser sa place pour l'année prochaine, et c'est vraiment génial qu'on puisse avoir un pilote français de retour pour une saison complète en Superbike. Et puis pourquoi pas un podium avant la fin de l'année, et puis j'espère notamment dans des conditions sèches, parce qu'on sait que sous la pluie il est très rapide, et dans des conditions sèches ce serait d'autant plus beau. Pour rappel, donc il a couru 4 week-ends sur les 9 qui ont été courus depuis le début d'année, et il est 13e au général avec 76 points. Donc c'est bien quand même pour quelqu'un qui a loupé la moitié de la saison. Non, mais quand il est arrivé à Jerez, il a déclaré, et c'est normal que pour lui c'était une sorte d'essai de pré-saison, mais tout de suite il s'est montré très rapide.
Je crois qu'il n'est pas sorti du top 10, il me semble, sur les courses où il a participé. Et il s'est approché du podium. Il me semble qu'il a fait des 4e places. Il y a une course où il y a eu un petit peu de pluie, où c'était séchant et il fait 4. Il me semble que c'est Donington. À vérifier, mais ce sera ça. C'est ça. Je voudrais aussi parler un petit peu du renversement qu'on a vu en tête du championnat, puisque la dernière fois qu'on s'est vu, quand même, Bautista a dominé largement la catégorie Superbike. Et là, on a vu Créa a repris la tête donc à Laguna Seca. Est-ce que ça fait du bruit dans le paddock, ou est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des choses qui sortent, parce que nous de l'extérieur c'est quand même étonnant de voir un basculement aussi rapide. Alors il faut savoir que on était un petit peu moins surpris, je pense, qu'à l'extérieur, parce que on savait qu'en MotoGP Bautista était capable de très bien rouler et de chuter parfois. Voilà, et lorsqu'il chutait une fois, il était capable d'enchaîner quelques chutes. Et alors c'est Jules qui m'a fait souligner ça, mais Jules Cluzel, qui me disait tu feras attention, mais tu regarderas en MotoGP tous les moments où il a commencé à chuter beaucoup, c'est lorsqu'il n'avait pas de contrat de signé pour l'année prochaine. C'est ça. Ouais. Et donc même si concernant Ducati, c'est plutôt lui qui a décidé d'attendre un petit peu, de faire traîner pour voir ce qu'il pouvait avoir pour 2020. Et c'est à partir de ce moment-là justement qu'on a vu qu'il y avait un manque de confiance qui s'est installé du côté de Ducati. Et à l'opposé, on a Jonathan Rea qui lui n'a rien lâché, qui lorsqu'il devait faire deuxième a toujours fait deuxième. Voilà, des fois en tapant un peu sur le réservoir, forcément parce qu'il veut gagner. Mais là, je pense qu'il est tombé sur un os, Bautista, et que mais maintenant que son destin a l'air de plus en plus être défini, avec Honda notamment, je pense que à Portimao, il y a moyen qu'il puisse arriver de nouveau le couteau entre les dents. Après. Je suis pas dans sa tête et je ne sais pas comment il fonctionne, mais en tout cas je pense que on va avoir une belle fin de championnat, parce qu'il va forcément encore en gagner une ou deux, même plus peut-être, et pourquoi pas quelques retours d'un Chase Davis qui a progressé en fin de première saison. Justement, je voulais revenir sur ce point-là, parce qu'on a eu effectivement Ducati quand ils ont vu que on va dire Bautista commençait à perdre un petit peu pied, j'ai tendance à dire. Ils ont organisé quand même pas mal d'essais privés, et justement on a vu à ce moment-là que Chase Davis lui commençait à capitaliser sur le nouveau matériel et à monter en puissance. Et là où Bautista lui avait du mal à remettre le pied à l'étrier, quoi. Moi ce que j'ai vu, c'est qu'à Laguna Seca, donc la dernière course du Superbike avant la pause, c'était que Chase Davis a été très très performant. D'ailleurs il a gagné une course sur les 3, il a fini deuxième sur les autres, alors que Bautista a chuté 2 fois, et la dernière course il était blessé, il a abandonné, et c'est là où tu vois le destin inversé. Alors je dis pas que Chase Davis il va performer toute la saison, parce que j'ai l'impression qu'il a un peu choisi ses courses, Davis, mais Bautista, faut voir, comme tu l'as dit, ça s'est joué au moment où il avait une proposition de renouvellement avec Ducati à partir de début juin. C'est un pilote qui a été assez irrégulier, même en sa carrière de MotoGP, même s'il n'avait pas toujours les bonnes motos pour s'exprimer. Il était capable de faire de très belles choses. En Australie, il a fait 4e avec la Ducati officielle. Même avec la Honda de Gresini, il avait fait des choses pas trop mal. Et non, je pense que l'autre pilote qui sera en mesure de venir jouer un peu les troubles faits, c'est Toprak Razgatlioglu. Un peu compliqué à dire, mais lui honnêtement il est assez incroyable, alors pourtant qu'il est pas dans un univers qui semble parfait autour de lui, puisqu'il a l'air un peu en tension depuis Suzuka avec Kawasaki. Malgré ça, il est extrêmement performant et il se met vraiment en valeur, et lui forcément une nouvelle fois ça va être un des incontournables de la saison 2020 de Superbike. À savoir où est-ce qu'il va signer, personne ne sait encore, mais ça va être assez intéressant à suivre pour la fin de la saison notamment. Et justement, comment est-ce que toi tu le perçois, parce que on en a parlé dans ce qui s'est passé à Suzuka pour Toprak. Comment est-ce que toi, en tant que membre d'une équipe, tu le perçois? Honnêtement, en fait, au vu de ce qui se passe dans l'ensemble des équipes, c'est très compliqué à juger, parce que l'attention qu'il y a eu au Japon, c'est pas avec l'équipe qu'il a actuellement en Superbike, c'est directement avec l'usine Kawasaki. Après lui, forcément, c'est un pilote un peu particulier, parce que même s'il est dans une équipe qui n'est pas officiellement officielle, ils ont le support, il est quand même de un Kawa, vrai support, voilà, et il a l'état turc qui est derrière lui. Il a vraiment des grosses structures qui sont derrière lui. Il a Kenan, mais enfin même il a la République il a le ministère des Sports derrière lui, donc ça c'est incroyable. Imaginons ça en France, ça serait assez fou. Et honnêtement, je pense
que c'est un pilote qui génère beaucoup d'intérêt, que ce soit pour tous les partis qu'il représente. Et donc c'est très compliqué à juger pour moi parce que c'est même d'autant plus en endurance où on sait que ça peut être des questions de pilotage. On a vu David Cheika par exemple qui n'avait pas roulé à Oschersleben cette année avec Kawasaki parce que en termes de consommation d'essence, il y a beaucoup, c'est peut-être aussi en termes d'usure de pneus, il y a beaucoup de données qui sont à prendre en compte pour de l'endurance. Après si c'est personnel, bien forcément c'est tout de suite plus facile à expliquer. Mais honnêtement je pense que c'est vraiment quelque chose en interne et au vu de comment Kenan Sofuoglu, lui qui était si fidèle à Kawasaki, a pris parti pour son poulain. Je pense qu'il y a quelque chose, il y a une anguille sous roche. Et puis, il y a un peu plus. Et donc on verra ce qui va se passer, mais voilà, on sait que Toprak c'est un top pilote. C'est dommage pour Kawasaki de le perdre, d'autant plus que le futur de Leon Aslam semble un peu plus incertain à l'entame des 4 dernières courses. Et donc on va voir où est-ce qu'il va finir avant la fin de l'année, mais oui c'est ça, où est-ce qu'il va signer avant la fin de l'année, et puis ça sera sympa de le suivre. Et pour rappeler en fait ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait 3 pilotes, donc il y avait Aslam, Rea et Toprak dans l'équipe Kawa à Suzuka, et Toprak a pas roulé du tout. Donc c'était pour ceux qui n'avaient pas écouté l'épisode. En sachant que du coup en Superbike, Toprak fait une meilleure saison que Léon Aslam. Du coup avant Suzuka ça paraissait logique sur le papier en termes de performance que Toprak passe dans le team officiel aux côtés de Jonathan Rea. Bah là, effectivement, on peut se poser la question, est-ce qu'il a envie de rejoindre, est-ce qu'il a déjà une proposition, est-ce qu'il a envie de rejoindre ce team Kawasaki qui lui a pas donné sa chance en endurance? Ouais, mais c'est pas comme tu le disais, c'est pas les mêmes équipes. Oui. C'est vrai que, et c'est pas la même moto. C'est la même usine derrière. Ouais, c'est la même marque, c'est vrai. Alors, honnêtement, je pense que ça va vraiment, c'est vraiment une histoire, je pense, d'hommes. Ouais, et d'égo. C'est ça, je pense que c'est vraiment une histoire à régler en interne, comme des embrouilles entre amis comme ou entre collègues, et puis voilà, qui sont à régler et puis qui seront réglés avant la fin de l'année ou pas. Mais c'est étonnant que ce soit sorti quand même, parce que justement quand c'est des histoires qui... Là, on le voit de plus en plus aujourd'hui, à l'époque de Zarco au début, avant qu'il annonce et KTM, il y a une sorte de ping-pong qui s'est établi entre l'usine et le pilote. C'est aujourd'hui quelque chose, les réseaux sociaux, la communication externe de manière générale, ça emmène forcément ce genre de problème. De dérive. Et puis honnêtement je trouve même qu'ils ont été plutôt soft par rapport à ce qu'on a pu voir en MotoGP, notamment entre KTM et Zarco surtout, je reviens à ça parce qu'il c'était plutôt assez surprenant la communication qui s'était établie entre les deux, et là je pense que voilà, au vu des tensions qu'il y a entre Kawasaki et Toprak, d'ailleurs je dis Kawasaki mais peut-être que c'est quelqu'un d'autre, j'en ai aucune idée, mais c'est voilà. Et j'ai un petit mot aussi, je pense à Marco Melandri qui va arrêter cette année. C'est un grand monsieur du Superbike en tout cas. Bon, il va être remplacé chez Yamaha, on sait pas encore par qui. Voilà, tu l'as rencontré du coup, j'imagine. On le croise. Après, lui c'est quelqu'un qui est bon. Il a 34 ans, il a roulé en Grand Prix. J'ai 23 ans, un master en marketing. Il y a un peu de différence. Oui, bien sûr. Non, mais bien sûr, on le croise. C'est quelqu'un de toute façon là qui se sent bien chez Yamaha. Je pense que lui-même il a vu qu'il commence à devenir irrégulier parce qu'il est pas mauvais, franchement il est capable de faire encore des super choses, et je pense que c'est vraiment génial la manière dont il arrête, parce qu'il arrive, il est pas en bas de l'échelle quoi. Il est vraiment, il arrive à un moment où bien sûr il est pas capable d'être performant sur tous les circuits. Il y a des évolutions qu'il a apportées sur la Yamaha qui ont été suivies par toutes les Yamaha, donc son expérience a été vraiment bonne pour la marque japonaise, et donc là il va partir, et je pense que on va continuer de le voir dans les paddocks, c'est certain, aux côtés de Yamaha ou de pilotes italiens, que ce soit dans les années à venir. Ouais, il va être un petit peu le coach de certains. Oui, il va chapeauter, peut-être. Franchement, je pense que c'est le rôle qu'il peut endosser, parce il y a une sorte de respect forcément qui s'est instauré autour de lui. On l'a vu lorsqu'il a annoncé sa retraite sportive, que tous les pilotes l'encourageaient pour son futur, et puis le félicitaient de sa carrière splendide. On va parler des Français aussi en Super Sport 300, avec notamment Di Verdoya, donc, qui est 4e au général, avec notamment 2 podiums, donc, qui a fait 3e à Misano et 2e en Angleterre. Et Hugo De Cancelis, donc, qui est 8e, lui, au général. Est-ce que vous les croisez un petit peu sur les paddocks? Oui, bah oui, là ils ont un rôle un peu différent, enfin un statut un peu différent par rapport à Melandri forcément. Bien sûr. Mais Andy et Hugo, on les croise régulièrement. Andy surtout sur les paddocks lors des courses. Hugo, on l'a croisé plus lors de ses entraînements à Eguiar, notamment lors du Blue Crew Camp organisé par Yamaha. Il était présent. Et donc ces deux pilotes qui sont super sympas honnêtement, qui aiment
qui aiment rouler. Ça, c'est important de le souligner parce que voilà, ils font aussi ça parce qu'ils aiment ça, pas non plus. Ils font pas ça pour comme un métier. Voilà, ils traînent pas les pieds lorsqu'ils vont rouler. J'ai vu Hugo rouler. Il fait des tours et des tours et des tours et des tours et sans s'arrêter. Andy, lui, il a ce côté qu'on sent vraiment l'ambition qui transpire, quoi. C'est vraiment il veut être premier, quoi. C'est vraiment ça qui se dégage de lui, et c'est forcément deux qualités qui sont à mettre à leur actif. Et puis on les suit parce qu'en plus ils sont Yamaha, donc il y a une histoire Yamaha qui s'est créée. Andy Vardoya et voilà, a noué une relation un peu particulière avec Eric De Seine, et donc c'est quelqu'un avec Eric De Seine, nous aussi on a une relation un peu particulière, donc forcément il y a un lien différent. Et puis Hugo est aidé par Laurent Fellon, qu'on connaît aussi très bien, avec qui on a aussi des bonnes relations, donc on a souvent des nouvelles de lui, et puis nous on le suit tous les week-ends, on regarde tout le temps ses résultats. Donc non, c'est deux pilotes franchement qu'on suit beaucoup, mais on suit franchement tous les pilotes français, que ce soit Romain Doré, que ce soit Enzo de la Vega, que ce soit Samuel Dissora qui est arrivé sur Kawasaki dans le team Flambeau et qui a été franchement surprenant, Stefano, Enzo de la Vega. Tout le monde, on suit vraiment tout le monde, Adrien Quinet, tout le monde, on suit vraiment tout le monde. On a toujours un mot sympa, notamment avec Eurosport France, avec Rémi Tissier, Bertrand Ster, on les croise souvent, alors on discute souvent avec eux, et franchement c'est tous des super gars, quoi. Mais surtout que c'est une catégorie surtout que c'est une catégorie qui est extrêmement disputée, avec deux courses pour des qualifs, ils sont plus de 40, enfin c'est vraiment, je dirais que la seule note, je dirais un petit peu un peu moins bonne à mettre pour le Supersport 300, c'est le manque de roulage pour ces jeunes pilotes. C'est que aujourd'hui, des pilotes comme Romain Doré par exemple, qui a gagné le Challenge Yamaha l'année dernière, qui découvre tous les circuits à chaque sortie, le roulage honnêtement est très très limité, quoi. Le fait de mettre 50 pilotes deux fois, il me semble que c'est 25 avec quelques pilotes invités parfois, c'est génial parce qu'on permet d'accueillir énormément de pilotes, beaucoup de jeunes, donc ça met tout le monde presque sur un pied d'égalité maintenant que le règlement est plutôt bien fait. Je dirais que le contre-coup de ça, c'est forcément que pour les nouveaux pilotes, il y a un handicap qui est présent face aux pilotes qui ont un peu plus d'expérience. Mais bon, il y a un pilote comme Andy Vardoya qui l'année dernière fait 3 wildcards, qui connaît pas non plus tous les circuits et qui arrive à être très performant. Qui tire son épingle du jeu. Voilà, et donc honnêtement, c'est juste qu'il y a des points de vue qui sont différents au sein du paddock. Nous, on n'est pas dans la catégorie, donc on n'a pas forcément d'avis là-dessus. Mais voilà, ce sont des avis qu'on peut entendre dans les différentes équipes. Et puis ça a posé un autre problème à Assen où il a neigé. La deuxième qualif n'a pas pu avoir lieu, donc les temps qui ont été pris, c'était des essais libres. Ce règlement un peu particulier. C'est forcément compliqué à mettre en place. On comprend la volonté de Dorna d'ouvrir la porte. Honnêtement, c'est parti d'une bonne intention. Et je suis certain que l'année prochaine, ils vont réussir à optimiser ça. Il faut trouver la bonne formule pour faire un entonnoir correct. Parce qu'après, je comprends aussi qu'il faut essayer d'avoir une rampe de lancement assez ouverte pour faire naître les jeunes talents de demain et laisser ouvert le plus possible à un grand nombre de pilotes, quoi. Et puis nous, on a hâte de voir justement ce que les prochains pilotes de 300, lorsqu'ils vont monter en Supersport, vont être capables de faire pour voir justement, parce que pour l'instant, nous en tant qu'équipe de 600, et puis même pareil les équipes de Superbike, on n'est pas capable de juger justement le niveau de ce championnat. Il y a eu un seul pilote qui est passé, c'était Alfonso Coppola, qui est passé du 300 et qui était vice-champion en 2016 ou 2017 et qui est passé en 2017, c'est ça, et qui est passé en 2018 en Supersport. Ça s'est très mal passé pour lui cette année-là, malheureusement, et donc on en attente justement de voir ce que ce championnat donne, que ce soit réellement la pépinière de champion, de créer une filière complète. Ce qui était le cas entre Moto 3 Superbike, et Moto 2, on l'a vu que c'était le cas, que ça arrivait. Est-ce que ça va être le cas entre le 300 et la 600? Voilà, ça reste à définir. On va parler un petit peu de Manicourt, du coup. Donc le GMT va accueillir une wildcard pour Manicourt. Donc vous prenez Maximilien Beau, qui est en French Superbike, en Supersport 600, qui a fait bon résultat ce week-end. Enfin, il finit pas la première course, mais il gagne la seconde. La deuxième assez. Et au championnat, il est en tête, il me semble. Plus de 40 points. Il a 9 victoires sur 12, plus de 40 points d'avance. Là, c'est dommage parce qu'il chute alors qu'il était en tête en course 1. Carole, il aurait pu avoir le titre tout de suite. Là, il s'est dans des circonstances sur un dépassement d'un attardé. Donc, pas de chance. Voilà, je pense que c'est partie remise. Et Maximilien, franchement, au début d'année,
En fait, il hésitait sur dans quel championnat il devait s'engager. Et donc, il nous a appelé, sachant que, voilà, on l'a déjà dit, on lui donne un petit coup de main à lui, comme à Martin Renaudin, comme à Florent Tourné en promo sport. Donc, il nous a appelé pour nous demander conseil. Et donc, on lui a vraiment conseillé de continuer un championnat de France, d'être champion de France, et pas non plus d'être champion de France avec 2 points d'avance, de vraiment essayer de creuser dominer la catégorie, comme la Mayas l'avait fait en 2014 avec le Grand Chelem, tout gagné. Les chronos, il y a des références qui ont été établies sur l'ensemble des circuits, et donc Maximilien nous a écouté, et puis au final voilà, c'est pas presque une récompense. On l'en avait parlé, on l'a dit, franchement nous tu nous mettras dans une situation compliquée de toute façon si tu gagnes presque toutes les courses, on va arriver à la fin de saison à Manicourt. Nous de toute façon on a toujours voulu privilégier les pilotes français, on a toujours voulu la Fédération française de moto nous donner un coup de main, valoriser ces championnats, c'est aussi bien, et puis ça fait partie de nos valeurs aussi, et donc là aujourd'hui prendre Maximilien c'est logique en fait, c'est juste une logique. Donc vous allez aligner, comment ça se passe, une 3e moto? C'est une 3e moto, ouais. Donc là Corentin et Jules auront leur box comme d'habitude, avec leur moto comme d'habitude. On aura un demi-box en plus pour Maximilien, qui aura une moto préparée par l'équipe du GMT. Il y aura le Yamaha Europe qui lui mettra à disposition un moteur, donc il aura le même moteur que Jules et Corentin. Et puis voilà, après ça sera parti quoi, pour une wildcard avec un mécanicien. Il y aura un mécanicien du GMT qui lui sera dédié. Et puis franchement on espère que ça fonctionnera bien pour lui, et puis donner un peu, justement c'est ça l'objectif aussi, c'est de redonner un peu goût aux pilotes français, de s'engager en championnat de France super sport, de pas forcément aller dépenser des milliers et des cents en Italie, en Espagne, de garder un petit peu la main sur leur budget, de voir qu'il y a des portes de sortie et vers le championnat international. C'est un peu le message qu'on veut faire passer, voilà, pour que des pilotes de demain, des Martin Renaudin, des Guillaume Pau, des Guillaume Raymond, lorsque eux aussi vont arriver à dominer un championnat comme ça, ils puissent avoir une opportunité qui soit similaire. Après, c'est tout l'intérêt des wildcards nationales, c'est-à-dire que c'est un circuit qu'il va connaître puisqu'il l'a pratiqué en French Superbike, donc il va arriver avec une moto en plus qu'il connaît. Bon, ça va pas être tout à fait les mêmes spécifications, mais il va connaître, on va dire, les grandes lignes, un circuit qu'il connaît. C'est tout l'intérêt des wildcards nationales, à mon avis. C'est ça. Et puis voilà, c'est même, on ne sait pas sur quoi forcément on va déboucher cette wildcard, mais dans tous les cas, il se met en valeur, il peut se mettre en valeur. Et puis, s'il se met en valeur, il se fera plaisir d'être dans une structure. Je pense qu'il sera carré, voilà, dans un beau championnat, sur une bonne moto, sur une belle moto. Donc, il aura tout pour se faire plaisir. Comme tu l'as dit, c'est une belle, c'est un bel objectif de pouvoir briller devant un public forcément qui va pour certains le découvrir, mais pour beaucoup vont le connaître. Ça va être l'occasion pour lui de passer un bon week-end, quoi. Et puis de mettre aussi une référence sur le championnat de France Super Sport. Bien sûr. De montrer ce qu'un pilote est capable de faire lorsqu'il sort du FSBK 600, sachant que aujourd'hui c'est pas une surprise de dire qu'on est en pénurie de pilotes français. Ça pousse pas à la porte les pilotes français très rapides, que ce soit en 600 ou en Grand Prix, même si ça arrive de petit à petit. Là on a une deuxième vague qui va arriver rapidement, je pense, avec les Lorenzo Fellon, les Clément Rouget, les Gabin Planck en Red Bull Rookies Cup qui vont bientôt passer le pas, je pense. Et en 600, la filière géniale, ça serait de faire du FSBK 600 au Mondial 600, comme c'est le cas par exemple pour du British en championnat d'Angleterre, comme ça peut être le cas en championnat d'Espagne, en championnat d'Italie. Et donc voilà, pourquoi pas le faire avec la France, et puis autant passer par le GMT pour le faire. Et donc, les places aussi, on va parler de l'opération qu'il y a avec le club GMT. Ça marche plutôt bien pour l'instant. Ça marche plutôt bien. On a passé les 5000 supporters au club. On a 1500 places de vendues. Là, on est le 27 août. Donc ça veut dire que là, on avait fait une petite opération pour Carole aussi 2 semaines avant la course pour le FSBK. Et en fait, on avait vendu, il me semble, près d'une centaine de billets, mais on a quasiment tout vendu en fait 23 heures avant la course. Donc, je pense que on peut passer le cap des 2000 billets vendus pour Manicourt, sachant qu'ils auront tous accès au paddock. Et donc, au vu des fréquentations annuelles qu'on peut observer, ça ferait à peu près une personne sur 3, une personne sur 4 qui serait membre du GMT. Donc, on rappelle, c'est 40 € au lieu de 90 c'est ça, pour le week-end, avec accès au paddock, tribune GMT. C'est ça. Et après, il y en a 700 qui peuvent visiter le box. Il y en a qui vont pouvoir visiter le camion Choi, avec l'aspect technique de Mika. On a la visite du camion Ixon avec une rencontre avec les pilotes du GMT.
Il va y avoir des rencontres à des personnalités qui vont venir aussi. Ce sera l'occasion de les croiser dans le paddock, qui sont en dehors du championnat Superbike qu'on va annoncer dans pas trop longtemps. Et voilà. J'avais posé la question, mais du coup non. Non, mais ça arrivera dans pas trop longtemps. Je pense qu'on va faire une petite news dans quelques jours. Et puis franchement, ça l'idée, c'est de redonner un peu goût aux gens à ce championnat-là qui aujourd'hui a perdu un peu de vitesse en France, alors qui franchement fonctionne très bien en Argentine, très bien en Italie, pas mal en Angleterre aussi. Et donc voilà. Ok, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, je pense D'autres qu'on a questions fait le tour. Après, je pense qu'on peut juste peut-être dire un petit mot sur Lucas Mayas et Jules Danilo. Oui. Lucas Mayas qui est quand même a bien progressé sur la deuxième partie des premières courses qu'on a vues. Ouais. C'est pas un pilote qui manque de talent, ce qui manquait c'était le niveau de la moto. Ouais, c'est ça déjà. Et puis la motivation, là on le sent super motivé. Ça a de bien se passer avec l'équipe. Il arrête pas de dire que l'équipe travaille bien, que c'est vraiment la moto qui commence à devenir un peu vieillissante. Et franchement, c'est génial d'avoir un pilote français en plus aux avant-postes. Et concernant Jules Danilo, bon, lui c'était un peu plus compliqué, mais malgré ça, ce qui est génial, c'est qu'il reste hyper positif. Il sait que son équipe travaille très bien, que la moto est, malgré le fait qu'elle aussi soit un peu vieillissante, est performante. Voilà, il a un très bon moteur, une belle équipe, et donc petit à petit, lui c'est un pilote qui a besoin de faire beaucoup de tours pour progresser, et je pense que à Manicourt il aura à cœur de faire un top 10, voire peut-être un peu mieux. Alors pour rappel, donc Lucas Mayas est 4ème au championnat avec 82 points, il a fait 2 4e places, et Jules Danilo est 14ème avec 24 points. C'est ça. Voilà. Ouais. Et puis on a eu des Français, je crois, Gaëtan Materne, il me semble. Gaëtan Materne, voilà, qui lui a eu une saison compliquée. Le team, c'était la première saison en championnat du monde Supersport. Lui, c'était sa première saison, alors que il avait gagné il a gagné, il me semble, le trophée Pirelli l'année dernière, en France. Il a voulu passer le pas. Voilà, la marche semble être un peu haute. Et on avait vu Xavier Navant qui a mis lui un terme à sa saison en mondial et qui reprend là en championnat d'Italie et qu'on espère revoir en mondial l'année prochaine. Cette fois-ci, on a vraiment fait le tour. Merci Rémi. Merci beaucoup Rémi. Merci à vous pour l'invitation, c'était génial une fois de plus. Et puis j'espère à bientôt. En tout cas, on fera un débrief de fin de saison, je pense, avec toi. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Je pense qu'on se verra à Manicourt. Oui, à Manicourt aussi. Oui. C'est vrai que vous venez. Et oui. Et puis j'espère qu'on aura le temps de se croiser, surtout parce qu'au vu du nombre qui nous attend, au vu on a aussi, parce que dans les billets pour les personnes, il y a aussi les partenaires, les amis, la famille. Ça fait presque 400 personnes en plus. Et nous, on a prévu d'aller voir tous les gens dans la tribune GMT. Donc. Un par un. Vous pouvez l'arriver le lundi, je pense. C'est ça. Non, mais on sera à Manicourt. Donc, on sera à Manicourt. Je pense qu'on s'y croisera rapidement. Ouais. Merci Rémi. Merci à vous. Ciao. Bonne fin de saison. Ouais, merci.